de notre thème annuel les 12 lumières du zodiaque, avec aujourd'hui les énergies poissons. Ces énergies poissons sont constituées de deux triangles de constellation. Les énergies du triangle de rayon 2, d'amour-sagesse, avec les Gémeaux, la Vierge et les Poissons, qui vont nous parler de solidarité et de cohérence. Et le triangle constellation de rayon 6, la Vierge, les Sagittaires et les Poissons, qui vont nous parler de dévotion à un idéal. C'est donc l'amour et l'idéal qui, en cette période, nous guident au travers de différentes étapes afin que le but soit pleinement incarné. Donc, une chose inattendue, c'est que ces deux triangles de constellation sont constitués de 4 signes. Et ces 4 signes forment la croix mutable, qui est la croix de l'âme prisonnière de la matière et de l'âme aboutissant à la maîtrise de la personnalité. Cette croix, elle est formée par le signe des Gémeaux et son opposé, les Sagittaires, et du signe de la Vierge et de son opposé, les Poissons. Ces 4 signes que nous retrouvons dans le triangle de constellation de rayon 2 et de rayon 6. On va noter que cette croix va agir sur le plan physique, comme les 4 signes des dernières phases d'une saison. Et enfin, on va retrouver au sein d'une croix les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Donc le signe des Poissons est le 12e et dernier signe du zodiaque. Le cycle annuel débute en Bélier, symboliquement relié à la tête, et se termine en Poisson, dernier signe de l'année, symboliquement relié aux pieds. Donc au travers du symbole des Poissons, nous allons retrouver la courbe d'involution et d'évolution par la représentation de l'âme qui s'incarne dans la matière, par le Poisson qui descend, et de la conscience qui connaît le but, le Poisson qui remonte. Nous avons donc en involution une injonction qui nous dit « va dans la matière » et en évolution la phrase clé qui nous dit « je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve ». Donc qui plus est, ces énergies sont reliées au plan physique, ce qui nous indique d'autant plus la nécessité que l'idée présente au commencement, donc en Bélier, soit manifestée jusque sur le terrain, jusque dans les eaux de la matière, en Poisson. Autrement dit, le but est présent dès le départ, il est le point d'origine à partir duquel est pensée sa mise en œuvre. Et au final, l'idée que contient le but transparaît sur le plan physique au travers d'une forme idéale et libère des vieilles formes pensées. Le Poisson est donc un signe double de mort et de renaissance, d'épuration et d'affirmation. Donc ces énergies clôturent en effet un cycle de 12 mois, comme nous venons de le voir, mais sont aussi le 3e et dernier signe de la saison d'hiver, période d'alignement à l'idée nouvelle qui émergera en Bélier. En Capricorne, nous avons affiné notre responsabilité à la lumière de la conscience de groupe et de l'intelligence créatrice de l'unité sur le plan mental. En Verseau, nous avons affiné notre sensibilité aux énergies de vie et d'amour, mettant en lumière ce qui sert à la cohésion et l'intégrité de groupe, en rapport avec le plan émotionnel. Et maintenant en Poisson, porteurs de la vision du but commun, ensemble, nous sauvons le monde par l'affirmation de ce qui doit être, et l'épuration de ce qui n'a plus lieu d'être. Mais avant de vivre et agir pleinement ensemble en tant qu'ensemble, nous vivons ces énergies de sauveurs de façon égocentrique. En effet, le Poisson qui descend va partir avec les énergies de la planète Jupiter au niveau exotérique de rayon 2 d'amour-sagesse, et qui va être situé donc au niveau de notre personnalité. Dans la descente, l'identification aux formes conduit à l'amour affectif et au conservatisme des formes. Et ce n'est pas parce que nous vidons la maison lors du grand ménage de printemps que nous nous libérons de notre attachement aux formes. En présence de ces énergies, nous pouvons être dans la confusion, avoir le sentiment de nous libérer de l'ancien, tout en restant dans les mêmes vieux schémas relationnels. Nous sommes aussi en présence d'un signe d'eau qui enregistre et véhicule l'information. Attention donc à ne pas se laisser balloter par le climat ambiant, ce qui implique vigilance et discernement. Tant que la distinction entre le soi et le non-soi n'est pas encore clairement identifiée, le Poisson va vivre dans la confusion, oscillant entre mysticisme et matérialisme. Sans voir le travail d'une union intérieure dont il est l'heure, la crise passe et se représentera plus tard. Le Poisson qui descend va aussi être influencé par les énergies du triangle de constellation de rayon 6.
Ce rayon 6 d'idéalisme et de dévotion, qui a engendré les religions des 2000 années écoulées, a permis aux êtres humains de se sentir reliés au divin et de développer nombre de croyances en un Dieu transcendant qui les dirigeait comme un patriarche gouvernant sa famille. Nous avons alors développé le sens de l'obéissance à un supérieur extérieur, l'idéal étant une famille bien ordonnée, respectant les règles prescrites par la gente masculine. On retrouve là l'Inquisition, les croisades, les prêcheurs de vérité, mais à cette perception d'un Dieu transcendant se confronte la reconnaissance d'un Dieu immanent, un maître intérieur. Le mental se développant, les croyances s'effacent au profit de la reconnaissance des valeurs inhérentes à l'être que nous sommes. Les idéaux personnels se développent, et avec eux, le désir de défendre son identité personnelle et de faire de ses rêves une réalité. L'idéalisme conduit l'individu à avoir un idéal personnel clair et précis, et de tout consacrer à cela. Engagé, il peut être obstiné, opiniâtre, voire extrémiste et fanatique. On retrouve aussi ces excès lorsque, animés d'un amour personnel pour l'humanité, plein de bonne volonté, nous donnons tout ce que nous avons pour un monde meilleur. Jusqu'au jour où, découragé face à l'ampleur du travail, le sentiment d'un « à quoi bon si c'est pour en arriver là ?» submerge notre individualisme. Nous ne réalisons alors pas combien l'attente personnelle de résultats a fait entrave à la possibilité de servir plus largement et plus efficacement. Ce faisant, l'énergie de l'idéal va être réorientée intérieurement afin de nous libérer nous-mêmes du sentiment de gravité et de dramatisation qui nous poussait à agir. En fusionnant avec l'âme, pour ainsi agir à partir d'un état d'être et d'une vision solidaire, en toutes circonstances, nous libérons l'humanité de nos idéaux personnels qui polluent le monde. Donc sur le plan ésotérique, nous avons la planète Pluton de rayon 1. C'est l'énergie de volonté-puissance. Et c'est cette énergie qui va nous guider lors de la remontée sur la courbe d'évolution. C'est une énergie d'affirmation de ce qui doit être, et qui ne tergiverse pas. Une puissance d'affirmation qui impose de répondre de l'essentiel, engendrant l'élimination de ce qui fait obstruction à l'amour de l'unité. Cela va donc nous demander d'y voir clair et de faire des choix qui engendreront des épurations au travers de petites morts. On est bien ici en rapport avec le poisson qui monte, celui qui unit à l'essentiel et avec la Vierge, son signe opposé, qui est dans cette dynamique d'épuration et d'émancipation de nos limitations, afin de croître dans le service de l'unité. Mais d'où viennent ces limites et pourquoi sommes-nous limités? Les limites peuvent-elles être dépassées? Pourrions-nous vivre sans limites? Quand nous parlons de limites, nous reconnaissons l'existence d'un cadre, d'une structure pensée et adaptée à une certaine qualité de vie. Comme nous l'avons vu précédemment, nous naissons dans un environnement régi par un certain nombre de croyances des adultes qui nous entourent. Se faisant immerger dans le milieu, nous apprenons à identifier nos droits, nos devoirs, et le cadre dans lequel bien se tenir pour vivre en conformité avec ce qui a été pensé comme juste et bon par nos aïeux. Enfants, nous faisons nôtres ces limitations et perpétuons un cadre d'existence plus ou moins étroit au sein duquel nous pouvons évoluer. Lorsque nous grandissons en conscience, notre vision s'élargit à de nouveaux horizons. Ainsi, le cadre dans lequel nous évoluons nous apparaît restrictif. Et ce faisant, nous entrons dans une phase d'émancipation. Nous pourrions dire que les restrictions que nous éprouvons sont proportionnelles à notre degré d'identification et d'attachement au cadre au sein duquel nous sommes. Un cadre sociétal, professionnel, familial, amical, conjugal. Si les limites sont ici considérées comme étant posées par l'extérieur, nous pouvons identifier également les limites que nous nous imposons pour notre bien ou celui d'autrui, en conformité à nombre de nos idéaux issus de nos croyances qui se font exigence. Parlons de toutes les disciplines que l'on s'inflige afin d'obtenir un résultat. Mais lorsque la vision de nouveaux espaces de liberté s'impose, celle-ci nous pousse à remettre en question nos cadres d'existence, afin de répondre de l'évolution qui pousse intérieurement.
lorsque nous ne percevons pas le chemin à emprunter afin de s'unir à l'avenir en marche, nous entrons en réaction avec le cadre, et apparaît un conflit qui jusque-là n'avait pas lieu d'être. Ce conflit signe l'heure de la mort de cette limitation par l'épanouissement de qualités d'être en devenir. Dès lors, il ne s'agit pas de chercher à détruire le cadre, mais à percevoir le but que nous poursuivons, s'identifier pleinement à cet avenir afin de penser à partir de ce point à l'origine de la mise en lumière d'un rien ne va plus qui se fait criant. Mais quelles sont les différentes limitations que nous rencontrons sur notre chemin d'émancipation? Une première est l'autorité extérieure. Tant que nous considérons l'autorité comme étant un cadre qui nous permet d'évoluer, nous obéissons librement à celle-ci. Lorsqu'elle devient limitante, nous avons tendance à réagir à l'autorité, signifiant une limitation intérieure à dépasser, en cessant de l'alimenter, et ainsi en lui donnant mort. Mais comment? Par l'affirmation du « je suis », qui conduit au détachement d'un point de vue autoritaire qui jusque-là n'était pas considéré comme une emprise. Le « je suis » affirme la libération de l'emprise du monde extérieur à son endroit. La conscience d'être s'accroît et la vision de notre identité s'élargit. Cette première émancipation conduit l'individu à exprimer pleinement ce qu'il pense être et ce qu'il ressent. On a vu ces dernières décennies de nombreuses techniques dites de libération ou de gestion des émotions apparaître. Pour beaucoup, reconnaître et laisser vivre ces émotions est une libération, un nouveau cadre de vie à respecter. Celles confinées s'épanouissent, celles qui prenaient toute la place s'estompent, et c'est toute une palette d'émotions colorées, des plus viles aux plus subtiles, qui apparaît. Mais à cette première libération succèdent de nouvelles limitations, les émotions elles-mêmes. Une émotion est la sensibilité à ce qui est, à laquelle s'ajoute notre appréciation personnelle de ce qui est. Une émotion est en lien avec notre histoire passée qui refait surface au présent. Et soit que nous la rejetions, soit que nous la regrettions, dans les deux cas, notre identification au passé nous empêche d'accueillir pleinement l'inconnu en présence duquel nous sommes. Cette limitation du « je suis », prisonnier du temps, nous pousse à élargir notre vision vers un nouveau point de liberté, affirmant la nécessité d'une non-identification à nos ressentis. Apprenant à être détachés de ce que nous éprouvons, nous laissant traverser par les émotions, nous n'y accordons alors que très peu d'importance et sommes dans une nouvelle disponibilité mentale nous permettant d'identifier la source de l'information reçue, de trier les infos des intox, afin de choisir ce à quoi nous disons oui et ce à quoi nous disons non. Notre vision sur nous-mêmes et sur le monde s'élargit. Plus éclairés, nous cheminons alors vers une compréhension plus inclusive. Nous avons nos propres points de vue, et sans chercher à les imposer à autrui, nous sommes suffisamment disponibles pour accueillir et comprendre un autre point de vue que le nôtre, et éventuellement ajuster le nôtre. Pour cheminer jusqu'à ce point d'évolution, nous passons et repassons par les mêmes conflits et difficultés, éclairant à chaque fois nos attachements qui limitent notre champ de perception. Ce chemin d'émancipation, librement choisi et consenti, répond d'une nécessité d'être intérieur, afin de servir l'avènement de plus justes relations avec notre soi profond, et ainsi avec l'ensemble des êtres vivants. Vient alors le moment où l'unité s'affirme comme un fait au sein de notre conscience, découvrant que le connaissant est supérieur à la connaissance, que le chercheur est supérieur à ce qui est recherché. Lorsque ce fait est établi, cela engage un nouveau point de libération. Un désir peut alors nous emporter, celle que l'unité soit conscientisée par toutes et tous, et basculant dans le militantisme spirituel de l'amour forcé, occultant alors temporairement que l'affirmation naît de l'intérieur. Nous repartons alors pour un nouveau cycle de bataille, jusqu'à reconnaître et accepter la cécité temporaire de nos frères et sœurs, comme voile protecteur, mais en identifiant notre nouvelle responsabilité individuelle de groupe, tout en demeurant lucide quant au fait que bien d'autres voiles sont encore à lever en nous-mêmes. Ce faisant, l'intellect qui nous avait guidés à peser le pour et le contre
à faire des choix éclairés est maintenant reconnue comme étant une limitation au « je suis ». Mais qu'est-ce que ce « je suis » ? Pouvons-nous vivre sans limite ? En s'oubliant soi-même, en tant que personne, nous entrons dans le silence de l'être et découvrons la vastitude du « je suis », éternel, illimité et solidaire. Nous réalisons alors que ce qui pénètre les profondeurs de la matière, se limitant dans la matière la plus dense, est le « je suis ». Fondamental, l'état de conscience global qui, inéluctablement, cherche à rentrer à la maison, à revenir au point de départ d'où il est parti, c'est-à-dire la vie une. De l'inconscience d'être à la conscience d'être soi séparé des autres, à la conscience solidaire, nous parcourons un chemin d'émancipation qui sert à la croissance des qualités de l'unité à travers l'existence. Nous sommes un à l'origine, et ensemble nous avons à révéler l'unité abstraite dans le concret, au travers d'un cadre pensé en cohérence avec les valeurs de l'unité. Cycle après cycle, l'âme de l'humanité s'émancipe de l'illusion de la séparativité. L'ère des poissons touche à sa fin, et tous les cadres construits sur l'illusion d'être séparés les uns des autres sont détruits par l'affirmation de notre réalité d'être ensemble. Nous quittons l'ère de vœux pieux, où le paradis serait ailleurs, le divin intraductible dans l'existence, pour entrer dans une nouvelle ère, l'affirmation de la solidarité et de la cohérence de groupe. Depuis le printemps 2020, le silence s'est fait entendre au sein de l'humanité. Ensemble, nous avons été touchés par l'unanimité des dirigeants dans leur choix d'un confinement collectif. Nous avons redécouvert la nature et avons pris le temps de cultiver nos jardins extérieurs, mais aussi nos jardins intérieurs. Si la beauté, l'harmonie du vivant s'est proclamée comme une évidence d'être, il n'en demeure pas moins que, dans nos foyers confinés, de nombreuses souffrances, conséquences d'injustes relations, se sont faites jour. Ensemble, nous nous sommes posé la question de l'essentiel et du superflu. Et la solidarité s'est imposée comme nécessité au bien commun, s'exprimant à travers une multitude d'actions différentes. Attachés à certaines prises de position, les considérant plus solidaires que d'autres, nous avons cherché, selon notre cadre d'expression, à imposer notre point de vue à l'humanité, à la nation, à nos collègues, à nos familles, à nos amis. Nous sommes entrés en résistance et avons découvert la dualité entre enfermer, catégoriser, forcer et accepter la liberté d'être, de choisir et d'évoluer. En cette fin d'hiver, ensemble, nous sommes de nouveau touchés par une crise mondiale, dont le conflit en Ukraine en est l'épicentre actuel. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que nos différentes histoires personnelles cèdent la place à notre histoire commune. Partout sur la planète, nous sommes des millions d'hommes et de femmes unis en conscience, ayant les mains qui donnent et la voix qui proclame la fraternité. Nous sommes unanimes. Notre vision commune appelle à la cessation des guerres et des conflits fratricides. Notre activité pour servir cette vision est multiple et notre intention ferme et inébranlable. L'élan de solidarité surgit au sein de la conscience humaine. Nous pourrions dès lors penser que la solidarité est présente uniquement dans les difficultés comme une réponse à ce que nous ne souhaitons plus vivre. Mais la solidarité est en amont de toute chose. C'est l'état de conscience d'où émergent les idées qui servent l'avancée de l'humanité. La solidarité n'est pas un effet du conflit, elle est un état de conscience qui, non réalisé et de fait non incarné, engendre les conflits. La solidarité est notre unité fraternelle en action à travers la multitude. Les crises marquent l'écart présent entre l'état de conscience qui doit être manifesté et le chemin à parcourir afin que cela soit. Toutes les crises que nous connaissons en tant qu'humanité ne sont qu'une. Une crise écologique, une crise dans les relations mondiales, la crise Covid. Et si la crise qui s'impose depuis 2 ans est nommée crise sanitaire, ce n'est pas un hasard, car elle se prépare depuis des décennies. C'est une crise de l'hygiène à laquelle nous sommes toutes et tous conviés à différents niveaux de travail, dans différents secteurs, afin de répondre de notre but commun. L'avènement de justes relations au sein de notre communauté terrienne. Et dans le service, toutes et tous sont essentiels. Le mal est mis en lumière, et par mal entendons l'état de conscience égoïste,
limitant notre champ de perception de l'unité. Avec ces énergies, de vieux mécanismes relationnels ressurgissent, afin d'être traités en conscience par le pouvoir d'affirmer ce qui doit transparaître dans nos quotidiens. C'est l'enseignement de l'expérience mis en application au travers de situations à dépasser, qui libère la puissance de la vie dynamique, source de renouveau. Sommes-nous dans une période dramatique ou dans une période utopique? Cela dépend du côté vers lequel nous dirigeons notre pensée. Le poisson est médiateur. L'énergie de ce à quoi nous nous identifions circule au sein de notre aura et se répand sur le réseau. Nous avons vu en début de conférence qu'il est possible de vivre des situations douloureuses sans toutefois être identifié à celles-ci. Cela est un apprentissage afin de laisser circuler librement l'essentiel à travers les apparences. Il n'est pas de petit ou de grand serviteur. Celui qui, par amour de l'unité, s'efforce de nettoyer les plages, prendre soin des écosystèmes de la nature, est aussi essentiel que celui qui cherche à faire un pas pour dénouer de vieilles rancunes qui n'ont plus lieu d'être. Aussi essentiel que celles et ceux qui travaillent à l'épuration du plan émotionnel. Aussi essentiel que celles et ceux qui s'instruisent, qui cherchent à aider, quelle que soit la forme que cela prend. Aussi essentiel que celles et ceux qui travaillent à penser le monde de demain. Les serviteurs de l'ensemble sont partout. Apprenons à nous reconnaître en tant qu'âmes solidaires, agissant sur différents plans en même temps. La solidarité est nôtre. Elle est le fondement des pensées nouvelles qui guident l'humanité. Nous connaissons l'amour de groupe, nous le vivons sur le plan intérieur. Il est l'heure de le traduire sur le plan extérieur. L'amour abolit les frontières et sauve le monde. Ainsi se termine ce cycle sur les énergies zodiacales, que nous invitons à découvrir ou redécouvrir en parcourant les vidéos sur notre chaîne YouTube ou Peertube. Aussi, si vous souhaitez participer au financement de notre travail, cela est possible, en suivant le lien dans le descriptif de la vidéo. Nous vous remercions pour votre écoute